Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc en direct. Nous sommes le mercredi 3 juin 2020, au sommaire ce soir. On le sait, la vie des bouquetins du Bargy n'est pas un long fleuve tranquille. Un nouvel arrêté préfectoral autorisant la capture et les tirs d'animaux potentiellement contaminés par la brucellose a été pris. Pierre Lambert, préfet de Haute-Savoie, tenait une conférence de presse en ce sens ce mercredi matin. Nous y étions. Et puis direction le Chablais où le château de Ripaille, situé à Thonon-les-Bains, en profite pour refaire entièrement sa toiture. Ces travaux d'envergure sont assez rares puisque c'est seulement la 4e fois en 567 ans d'existence que le toit du château est rénové. Reportage complet dans ce journal. Je vous le disais dans les titres, un nouvel arrêté préfectoral concernant les bouquetins du Bargy autorise la capture et le tir d'animaux potentiellement contaminés par la brucellose. Les captures, elles, seront prioritaires sur les tirs. Le préfet de Haute-Savoie a tenu une conférence de presse ce mercredi matin pour présenter les contours de ce nouveau plan. On fait le point avec Clémence Roualdès. Les bouquetins du Bargy sont dans le viseur des agents de l'Office national de la biodiversité. Les animaux peuvent être porteurs de la brucellose, une maladie bactérienne qui peut se transmettre au cheptel. Un arrêté préfectoral autorise les agents à capturer 50 animaux pour les tester et effectuer 20 tirs chaque année pendant 3 ans. Ces tirs se feront à l'aveugle, c'est-à-dire sans savoir si le bouquetin est porteur ou non de la maladie. Selon la préfecture de Haute-Savoie, depuis 2016, 12 bouquetins ont ainsi été prélevés. Je sais bien que les prélèvements sous forme de tirs d'animaux est violent en soi, sauf si on sait qu'ils sont malades et après capture. Et donc c'est vrai que notre stratégie c'est d'abord les captures et ce sont des tirs uniquement là où on ne peut pas accéder et si il n'y a pas d'autre recours que celui-là pour connaître le phénomène de la maladie. Favoriser le plus possible la capture des animaux. Grâce au test, le nombre de bouquetins sains abattus diminuera. Le week-end dernier, 14 bovidés ont été capturés. Aucun d'entre eux n'a été testé positif à la brucellose. Tous ont donc été recensés et relâchés. On a commencé le week-end dernier, le dernier week-end de mai, alors que normalement on commence la dernière semaine d'avril. Donc on a quasiment un mois de retard pour les captures, ce qui nous laisse un créneau de capture assez court, une quinzaine de jours pour pouvoir intervenir pour capturer facilement les animaux sur le terrain. Le public était invité à donner son avis jusqu'au 20 mai sur le dossier des bouquetins du Bargy. Sur plus de 3000 observations, 405 sont favorables à l'arrêté préfectoral, 2755 sont contre. On part en montagne où le col de l'Iseran devait rouvrir dès la fin de semaine. Dernier tronçon du réseau routier savoyard à être déneigé, il nécessite un travail et une attention particulière. En effet, sur certains secteurs, la neige peut atteindre une hauteur de 12 mètres. Ce mardi, les agents du département se sont attaqués à l'une des zones les plus dangereuses du versant mauriennais. Emmanuel Jaude était sur place. À près de 2700 mètres d'altitude, les cumuls de neige restent importants en Savoie. Sous les pentes du col de l'Iseran, on enregistre en effet cette année des congères de près d'une dizaine de mètres d'épaisseur. Et même pour les agents en charge du déneigement de l'itinéraire, il s'agit là d'un travail délicat qui demande du temps et de la concentration. On va par couche, donc on accède au sommet de la congère et on descend par couches successives de 1,50 m environ de haut, jusqu'à atteindre la route. Le danger, c'est le danger de la glissade, parce qu'on a une pente excessive, et nous, on se trouve au sommet, donc on ne sait pas la neige si elle porte plus ou moins, et la machine risque de glisser côté vide, quoi. Pour creuser au travers de cette épaisse couche de neige, des outils spécifiques sont nécessaires. Pesant entre 13 et 35 tonnes et coûtant près d'un demi-million d'euros, il s'agit là de machines indispensables pour l'ouverture de ces cols, comptant parmi les plus hauts de France. On a 2 fraises qui avalent la neige et on a un gros chargeur également qui vient déblayer. Donc on a trois engins sur ce secteur-là, avec une équipe de 4 à 6 personnes. Et effectivement, on cherche la mutualisation, la polyvalence des agents sur les engins pour pallier aux absences et puis faire aussi passer le savoir-faire parce que le secteur du Pont des Neiges, il y a besoin d'avoir une expérience avant de pouvoir attaquer la première fois avec sa machine, quoi. Malgré la technicité du matériel et l'expérience des agents, l'ouverture du col de l'Iseran reste un labeur fastidieux. Sur ce fameux secteur du Pont des Neiges, près d'une semaine de travail est nécessaire pour sécuriser les quelques dizaines de mètres de route entre gorge et falaise. Depuis le départ en bas, à la sortie de Bonneval jusqu'au col de l'Iseran, 1 mois et demi de déneigement à peu près.
avec au départ que la chargeuse parce qu'on a surtout des parties avalancheuses qui sont pleines de rochers et de cailloux. Donc la fraise ne peut pas travailler, on casserait trop de matériel. Et après on met une chargeuse et deux fraises à neige. Là, une fois qu'on a passé cette congère du pont de la neige, on peut dire qu'on a déjà fait largement les 3/4 du travail. Donc il ne nous reste plus grand-chose. Une fois ce dernier col déneigé, le travail ne s'arrête pas pour autant. En effet, les agents du département ont d'ores et déjà attaqué le fauchage des abords des routes en partie basse de la vallée de la Maurienne. Un travail qui les occupera une bonne partie de la saison estivale. Crise sanitaire oblige, les entreprises de nettoyage ont la côte depuis plusieurs semaines. Conséquence, de plus en plus de sociétés font appel à leurs services. Clémence Roaldès a suivi des techniciens et des agents de l'entreprise Honnête Service à Annecy. Vous allez le voir, leur champ d'action est très large et ils ont dû s'adapter à des conditions de travail bien différentes de celles qu'ils connaissaient. Reportage. Ces gestes, Thiago les répète depuis l'apparition du Covid-19 en France. Savoir s'équiper avant de désinfecter ce bureau de fond en comble. Chaque élément doit y passer. Avec la crise sanitaire, la routine de Thiago a bien changé. On met des protections, les masques, les gants, les chemises. Tout ce que là, c'est tout ce que la protection. C'est plus ça qui a changé. Au niveau du nettoyage, on est plus minutieux. Tout ce que il faut faire, tous les points de contact, téléphone, clavier. Il faut que ça soit vraiment fait aux règles de l'art. En moyenne, Thiago passera 20 minutes de plus dans chaque bureau. Dans les couloirs de la caserne du SDIS 74, une autre partie de l'équipe s'affaire. Pour les pompiers, ces petites mains de l'ombre sont essentielles. Ils sécurisent nos pompiers et puis ils se sont vite adaptés à la crise puisque nous, avec toutes les personnes qui étaient en télétravail, on a demandé à l'entreprise de moins nettoyer ses locaux. Par contre, les lieux de vie des sapeurs-pompiers, on a demandé à ce que l'entreprise se concentre sur ces lieux et augmente encore plus la fréquence de nettoyage sur ces parties du site. S'adapter et sécuriser comme ici à l'entrepôt de la Cibra. Les 80 bus doivent être désinfectés chaque soir. Alors l'entreprise de nettoyage a investi dans une machine qui pulvérise de l'ozone. Elle va partout en fait, dans tous les coins, sur les barres et tout. C'est une espèce comme des vapeurs qui va aller dessus. Et, ça tue tout et les microbes, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'avant, on utilise tout ce qui est javel, et avec cette machine, aujourd'hui, grâce à cette machine, on n'utilise pas de produits On n'a pas de manuel, on ne touche à rien. Nous, on met cette machine en route et c'est elle qui fait le rôle. 35 minutes sont nécessaires pour que le bus soit entièrement nettoyé. Avec la crise sanitaire, l'entreprise a vu les demandes de désinfection augmenter. Il y a eu une hausse très forte pendant le confinement des interventions ponctuelles de désinfection, notamment suite aux cas avérés ou cas suspects qu'il pouvait y avoir chez nos clients, puisque là, du coup, il faut vraiment désinfecter la totalité, etc., pour préserver les équipes qui sont encore en place. Et ensuite, il y a eu une grosse augmentation sur on va dire, la désinfection des points de contact sur les sites où il y a beaucoup de collaborateurs qui interviennent. Donc oui, il y a eu quand même, malgré tout, on le sent, une forte demande. On anticipe sur le futur quand même des embauches puisque on est dans un vrai changement de paradigme aujourd'hui où les gens prennent conscience que l'hygiène c'est un vrai vecteur de sécurité pour leurs collaborateurs et pour leurs clients aussi. Donc forcément, il va y avoir une grosse adaptation, une grosse demande et c'est des choses, aujourd'hui, les demandes qu'on a ponctuellement vont inévitablement se convertir d'une certaine manière en abonnement. Fin de la mission de nettoyage pour les agents. Ils seront une nouvelle fois sur le pont le lendemain, lingette à la main, pour tout désinfecter. Vous venez de le voir dans ce reportage, la crise du Covid-19 a obligé le réseau routier de la Cibra à s'organiser différemment. Ainsi, les enjeux de nettoyage, de désinfection des bus et de vie à bord ont évolué. Je vous propose d'écouter le directeur de la Cibra. Il répond aux questions de Clémence Roaldès. Alors les enjeux pour la Cibra, ils sont quand même assez exceptionnels puisqu'on vit tous quelque chose d'exceptionnel. Pour nous, notre métier a fortement évolué avec le Covid. On a été dans une période de confinement très particulière et là cette période de déconfinement nous met dans un format relativement différent, notamment en termes de format sanitaire pour accueillir au mieux nos clients dans les bus. C'était un gros sujet, une grosse réflexion
Un cadre légal s'impose aux entreprises de transport, puisqu'il y a l'obligation de désinfecter les véhicules tous les jours, à minima, c'est ce que nous faisons. En parallèle, on a mis en place un certain nombre de dispositions dans les véhicules, port du masque obligatoire, un affichage important, et du gel hydroalcoolique. C'est aussi un choix important, c'est lorsqu'on est dans un véhicule, on peut se désinfecter les mains. Et le message, il est aussi respecté, puisque c'est quand même une démarche individuelle, la distance c'est individuel, le port du masque est obligatoire, rester éloigné. Nous, on fait en sorte que le moyen que l'on met à disposition soit dans le meilleur format pour accueillir nos clients. Le poste de conduite est fermé, donc globalement le contact avec le conducteur est interrompu. Pour l'instant, la vente à bord n'est pas encore remise en place pour des problèmes de manipulation de monnaie, mais on envisage certainement à court terme de trouver une solution intermédiaire. Donc l'idée, c'est vraiment d'offrir à nos clients le meilleur de la prestation qu'on peut leur offrir en ce moment très particulier. Les refuges rouvrent peu à peu dans nos montagnes. Un protocole très précis a été mis en place par le ministère de la Transition écologique et solidaire pour le respect des mesures sanitaires dans ces établissements. Le texte a été supervisé et écrit par le préfet de Savoie, Louis Laugier. Une visite était organisée ce mercredi au refuge de Rosuel, aux portes du Parc national de la Vanoise. Emmanuel Vargon, la secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, avait fait le déplacement. Je vous propose de l'écouter au micro de Victoria Lopez. Il y a la vision théorique des objectifs à respecter et puis il y a est-ce que c'est possible et comment ça fonctionne. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est plein de petits trucs malins. Ça va des stickers sur le sol qui permettent d'espacer et qui sont dans l'esprit montagne, en faisant référence aux animaux du parc, aux petites lingettes qui permettent à tous ceux qui ouvrent le frigo de prendre une lingette, d'ouvrir le frigo avec la lingette et de la jeter, à la réflexion sur les assiettes, c'est très concret, qui touche une assiette, comment on sert. Le refuge, c'est la convivialité, c'est des grandes tablées, le soir tout le monde se retrouve. Comment est-ce qu'on adapte sans tuer la convivialité? Et je suis sûre que dans les 14 autres refuges du parc, ce sera un tout petit peu différent. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Mais là, en tout cas, mais ils y ont passé du temps. La gardienne du refuge me disait que ça faisait une quinzaine de jours qu'ils réfléchissaient. Et on a souhaité sortir ce protocole très vite pour permettre vraiment à chaque refuge d'ouvrir et de prendre ses précautions et son organisation et de pouvoir commencer la saison à la date normale de début de saison. Et pendant toute cette période de confinement, nous avons relayé le plus possible des initiatives solidaires qui fleurissaient un peu partout en Savoie-Mont-Blanc. Tous ces élans de solidarité et de générosité ne sont pas tout à fait terminés. Exemple du côté de Grésy-sur-Aix en Savoie, où la nouvelle équipe municipale a tenu à faire les choses en grand. Vous le voyez sur ces images. Une fresque murale orne la façade du restaurant scolaire de la commune depuis quelques jours. Ce message de remerciement envers les soignants, les agriculteurs ou encore les éboueurs a été réalisé par 3 artistes du collectif de la Mèze. Et pour continuer à parler du Covid-19, je suis en ligne avec Olivier Berny, cofondateur de l'Unabi Studio. Bonsoir. Bonsoir. Alors votre entreprise a donc participé à l'élaboration de l'application Stop Covid, qui a fait déjà beaucoup parler. Dites-nous, quelle a été votre contribution et comment est-ce que vous êtes arrivé dans ce projet? Alors, notre contribution donc, dans le cadre du projet Stop Covid, c'est en fait, c'est vraiment la partie visible de l'iceberg. C'est-à-dire que, on va dire qu'il y a 3 composants majeurs. Il y a une brique qui permet aux téléphones de communiquer les uns avec les autres, qui est basée sur la technologie Bluetooth, qui a été développée par Orange. Il y a une brique serveur qui permet de coordonner tous les utilisateurs de l'application Stop Covid, qui a été développée par Capgemini et qui est hébergée par Dassault Systèmes. Et enfin, il y a 2 applications mobiles disponibles sur iOS pour les iPhones et sur Android, qui a été développée par nous-mêmes, par l'Unabi Studio. Je rappelle que Stop Covid est donc une application de contact tracing. Elle permet à une personne positive au Covid-19 d'alerter d'autres utilisateurs qu'elle aurait pu croiser dans les semaines écoulées. Plus de 600 000 personnes l'ont déjà téléchargé depuis son lancement. Qu'est-ce que ça représente pour un studio comme le vôtre, le fait de faire partie de ce programme qui a été voulu par le gouvernement? Alors, ça représente beaucoup de travail déjà. Puisqu'il a fallu donc délivrer ce projet en 8 semaines. Il faut savoir que c'est un projet qui peut prendre facilement 8 mois dans des conditions normales. Donc ça représente beaucoup de travail, mais ça représente également beaucoup de fierté. En fait, chez l'Unabi Studio, ce qui nous anime, notre ADN, c'est vraiment de développer des applications mobiles qui ont un impact sur le quotidien des gens. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que quand ce projet a démarré, en fait, on s'est tout de suite mis au travail. On a produit des maquettes d'applications, des morceaux d'applications, etc., qu'on a mis à disposition du gouvernement et de l'équipe projet Stop Covid. Et c'est comme ça qu'on est rentré dans cette équipe projet d'ailleurs.
Donc voilà, et c'est notre façon de faire. On préfère faire quelque chose plutôt que de ne rien faire, et donc c'est pour ça qu'on s'est lancé vraiment, qu'on s'est engagé à 100% dans ce projet, et donc ça représente beaucoup de fierté maintenant que l'application est sortie. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette aventure ? Il y a vraiment trois défis principaux qu'il a fallu relever en fait. Le premier, c'est et qui est vraiment le fondement du projet Stop Covid, c'est le respect des informations confidentielles, le respect de la vie privée des utilisateurs et du secret médical. Et donc ça représente vraiment un très très gros challenge qui a été donc adressé par l'INRIA qui chapeaute ce projet et qui a établi un protocole qui s'appelle Robert, qui est consultable en ligne et qui garantit d'un point de vue scientifique la confidentialité des informations. Et donc c'est le premier défi. Le deuxième défi, ça a été de mettre à disposition donc dans un temps si rapide une application qui soit utilisable par le plus grand nombre. Et donc utilisable par le plus grand nombre, ça veut dire que il faut remonter, il faut que l'application soit compatible avec des versions anciennes des systèmes, avec des téléphones anciens. Ça veut aussi dire que l'application soit accessible par des personnes malvoyantes ou carrément non-voyantes. Donc on a intégré dans l'application des systèmes qui permettent de donner accès facilement à des personnes malvoyantes via des lecteurs d'écran, etc. Donc vraiment le deuxième défi, c'était ça, c'était un défi d'inclusion et donc de permettre au plus grand nombre d'utiliser l'application. Vous avez travaillé, vous l'avez un petit peu évoqué en début d'interview, en collaboration avec des géants comme Capgemini, Orange ou encore Dassault. C'est une sacrée marque de confiance ? Tout à fait, tout à fait. Oui, effectivement, vous voulez dire une marque de confiance en ce qui nous concerne ou en ce qui concerne le projet Stop Covid ? En ce qui vous concerne et en ce qui concerne le projet, le fait d'avoir été associé à des entreprises comme Fleuron. Oui, bah effectivement. Alors notre vision du développement d'applications mobiles et du développement de logiciels de façon plus générale, c'est que en fait une petite équipe de développeurs très expérimentés peut arriver à faire de grands résultats. Et donc c'est pour ça qu'on est une petite équipe. Et en fait on est très content et très fier d'avoir pu montrer qu'effectivement notre petite équipe a su être au niveau pour livrer l'application Stop Covid dans les temps et je l'espère de façon qualitative. Les notes qu'on a aujourd'hui donc sur les magasins d'applications, sur l'App Store de Apple et sur le Play Store de Google sont plutôt bonnes, donc on est content. Une dernière chose, j'imagine que vous comptez surfer sur cette vague Stop Covid pour accélérer le développement de l'Unabi Studio. Alors, donc comme je vous disais, notre but, c'est pas nécessairement d'être une très grosse entreprise avec beaucoup d'employés. On préfère être dans le qualitatif, j'allais dire. Et je dis ça vraiment sans arrogance, mais vraiment ce qui nous anime, c'est de faire des projets qui ont un impact sur le quotidien des gens. Et donc effectivement, je pense que ça va nous permettre possiblement de décrocher des projets encore plus intéressants. Merci beaucoup Olivier Bernier, on vous souhaite évidemment très bonne continuation à l'Unabi Studio. Merci beaucoup, merci. Et merci à Camille Copin pour la logistique. Sur les 290 entreprises de taxi de Haute-Savoie, la moitié participe au transport scolaire de près de 500 jeunes en situation de handicap. Les déplacements de ces élèves et étudiants sont pris en charge par le département qui y consacre un budget annuel de 5 millions d'euros, avec notamment la couverture des frais de taxi. Les représentants de la profession ont signé avec le conseil départemental un nouveau protocole. L'accord signé vendredi dernier va simplifier les démarches pour les familles et mettre en place des tarifs homogènes. Je vous propose d'écouter un représentant des artisans de taxi et l'un des vice-présidents du conseil départemental au micro de Victoria Lopez. On aura une clause de revoyure annuelle en termes de tarifs, de tarification, mais on n'a pu caler un tarif fixe pour l'ensemble des prestations qui vont être apportées à partir de la prochaine rentrée 2020, du mois de septembre. Et pour la facturation, ça sera plus facile. On va encadrer certainement mieux les zones d'approche, c'est-à-dire les kilomètres perdus que le département aujourd'hui nous réglait à taux plein. Aujourd'hui, on est parti sur
sur la base d'un forfait pour assurer l'essentiel de cette facturation dans les meilleures conditions. Il y avait des taxis, et il y a des taxis qui font beaucoup de kilomètres à vide, qui vont faire 50 km pour après prendre un enfant pour le transporter sur 3 km. Donc il y a une disposition de logique qui était de revenir sur cette position. Comment allons-nous faire? Eh bien, je pense que c'était une question tarifaire, et il faut le reconnaître. Donc d'où la disposition qu'on a pris maintenant de prendre quand même une importance beaucoup plus forte sur un forfait autour de 10 km autour de l'habitation de cet enfant qui va monter en puissance de manière à plus orienter les taxis, à répondre, les taxis à côté puissent répondre plus facilement. Et puis toujours en matière de transport, Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a décidé de ne pas augmenter les tarifs des TER, une décision qui a pour objectif de protéger le pouvoir d'achat des ménages de la région Aura. Chaque année, il faut le savoir, les régions ont la possibilité de procéder à des hausses de tarifs de TER. Il n'y en aura donc pas pour 2020. On part dans le Chablais pour terminer ce journal. Le château de Ripaille à Thonon-les-Bains se refait une beauté. Sa toiture est entièrement rénovée en ce moment par des équipes de couvreurs et de charpentiers. C'est la 4e fois seulement que le toit est refait depuis la construction du château en 1453. Les travaux devraient se terminer début 2021. Victoria Lopez est allée voir où en est le chantier. C'est un chantier minutieux et historique. Le toit du château de Ripaille à Thonon-les-Bains est en pleine rénovation. Les travaux sur ce bâtiment du XVe siècle ont débuté à l'automne 2019. Le confinement a forcé les équipes à stopper leur travail. Le chantier était arrêté, on a perdu 2 à 3 mois sur le chantier. Il a pu redémarrer doucement avec des équipes beaucoup plus réduites. Ça doit être la 3e ou la 4e semaine que les entreprises sont revenues. Les mesures sanitaires sont drastiques, donc on doit faire beaucoup d'attention, beaucoup de ménage, faire attention aux zones où les gens se croisent, mais ça n'a aucune importance. Ce qui compte pour nous, c'est que ce chantier reparte. C'est un chantier qui est formidable, c'est seulement la 2e fois dans l'histoire du château que le toit est refait pour des travaux de cette ampleur. Ce toit avait été fait au XVe siècle, il a été refait en 1644, il a été retouché il y a 100 ans ou 120 ans et maintenant il est complètement refait. Donc c'est la 2e campagne de cette envergure. Plus de 20 mètres au-dessus du sol, il faut enlever les 200 000 tuiles une à une, puis réparer la charpente abîmée par le temps. Les maîtres couvreurs ont commencé à remettre des tuiles neuves ou anciennes récupérées en bon état. Les charpentiers sont eux aussi à pied d'œuvre. Là on est quand même sur un bâtiment du XVIIe siècle, donc forcément il y a vraiment des vieilles pièces de bois. Là on est sur des raccords avec des versants à forte pente. Donc tout de suite ça requiert un peu de technicité. C'est vrai que c'est vraiment intéressant. Ouais. Les cheminées ont été faites déjà par les tailleurs de pierre, elles ont été restaurées. Donc après, effectivement, il faut tout compte des tuiles, déjà dans un premier temps, pour déjà évaluer un petit peu l'état de charpente. Même si c'est relativement bien conservé pour l'époque, il faut reprendre au fur et à mesure en fait, de ce qu'on découvre. Toujours bâcher aussi. Et puis voilà, ouais, il y a une grosse partie de charpente, une grosse partie de couverture sur le chantier, ça c'est sûr. Coût des travaux, 1,2 million d'euros. Le château a rouvert ses portes aux visiteurs le 30 mai et espère faire le plein cet été. À noter une nouveauté qui pourra intéresser les cyclistes. Toutes les personnes se rendant au château à vélo bénéficieront du tarif réduit à 8 € au lieu de 10. Ripaille sera ouvert jusqu'au 1er novembre. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Merci à Damien, notre réalisateur. Je vous retrouve avec grand plaisir ce jeudi pour un nouveau JT. Si vous nous regardez en direct, vous avez rendez-vous avec votre émission World of Free Sport à partir de 19h30. Prenez soin de vous, soyez très prudents. Très belle soirée. On se quitte avec des images impressionnantes des Soul Flyers, les célèbres wingsuiters au Savoyard. Fred Fugain et Vincent Roffet ont profité du déconfinement pour voler au-dessus de la Clusa. Je vous laisse apprécier.